Manche de brosse en plastique. Pétrole. Vernis à ongles, tablette, flacon. Pétrole. Manteau imperméable. Pétrole. Bas de nylon. Pétrole. Feu rouge. Non, n'exagérez pas. Dès 1928, 7 compagnies pétrolières anglaises et américaines se sont partagé le monde, celui du pétrole, bien avant que les 3 grandes en fassent autant en 1945 à Yalta. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les pétroliers américains n'ont pas été inquiétés pour leur complicité avec l'Allemagne nazie, à qui ils ont permis de fabriquer du pétrole de synthèse jusqu'en 1943. Dès 1945, les États-Unis négocient l'exclusivité des ressources pétrolières de l'Arabie saoudite en lui offrant une protection politique et militaire. 1 an plus tard, en Iran, les Soviétiques créent une république fantoche, l'Azerbaïdjan, pour s'emparer des champs pétroliers du nord du pays. Ce sera le véritable début de la guerre froide. Les Iraniens saisissent le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président Truman brandit la menace de l'arme atomique. Staline, qui a d'autres visées en Europe de l'Est, finit par céder. Le pétrole est la clé du renouveau de l'Occident. Il devient l'enjeu politique, économique et géostratégique majeur de la deuxième partie du XXe siècle. Sept compagnies privées règnent en maître sur le monde. Elles ne redistribuent que 30% de leurs bénéfices aux pays producteurs. Mais au Venezuela, deuxième pays producteur et exportateur mondial de pétrole, en 1948, au terme d'une série de grèves très dures, une modification du régime des concessions est imposée aux grandes compagnies. Ce sera un partage des bénéfices à 50-50. Le ministre vénézuélien du pétrole, Pérez Alfonso, se rend au Moyen-Orient pour convaincre les autres pays producteurs de suivre son exemple. Dès 1950, les dirigeants américains de l'Aramco proposent à l'Arabie saoudite le même partage. Malgré cette apparente concession, les profits des compagnies américaines ne sont pas menacés, puisque les sommes qu'elles reversent aux pays producteurs sont déductibles des impôts qu'elles payent aux États-Unis. Cet accord de façade suscite le mécontentement croissant des pays producteurs. L'Iran déclenche la première grande crise politico-financière de l'histoire du pétrole. Après avoir tenté de négocier en vain les accords qui la liaient à la Grande-Bretagne au début des années 30, l'Iran revendique le même traitement financier que l'Arabie saoudite. L'anglo-iranienne refuse. Le 11 avril 1951, un vieux militant nationaliste, le docteur Mossadegh, prend la tête d'un gouvernement de front national. Le jour même, il présente devant le Parlement un projet de loi proposant la nationalisation de l'Anglo-Iranian Oil Company. Le projet est immédiatement approuvé par le Shah, qui signe le décret dans la foulée. L'Occident accueille la nouvelle avec condescendance. À Téhéran, tous les regards sont fixés sur le palais de l'Anglo-Iranian Oil Company, centre névralgique de la fièvre du pétrole. Alentour, c'est le grouillement de formes et de couleurs de toutes les villes orientales, mais chacun sait qu'un drame est en train de se jouer. Les délégués du gouvernement pour la nationalisation ont pris l'avion pour rencontrer les envoyés britanniques. Comme viatique, ils emportent le Coran, la collade du Grand Mellah et un des drapeaux que brandissent leurs partisans et qui porte inscrit « Si Dieu est avec nous, quel obstacle pourra nous arrêter ?» En fait, cela signifiait la perte immédiate des concessions pétrolières au profit des nationalistes. C'était donc un précédent. Si les Iraniens nationalisaient leur pétrole et récupéraient les profits issus de son exploitation, qu'allait-il se passer au Koweït et plus grave encore en Arabie saoudite? Les Saoudiens allaient-ils réclamer un accord encore plus avantageux que celui des Iraniens? C'était bien ça le danger. C'était ça qui inquiétait les gens. L'anglo-iranienne prédit le pire. In your opinion, Mr. Jackson, what would be the probable effect in Persia of British withdrawal? I think economic disaster. The Persians think that by nationalizing oil they are going to get rich.
Unfortunately, the reverse will be the case. Le gouvernement britannique menace d'envahir l'Iran. Il ferme la raffinerie d'Abadan et rapatrie ses techniciens. Il instaure un blocus sur les importations pétrolières iraniennes. Dans un film de propagande, l'anglo-iranienne s'érige en victime et insiste sur sa contribution au développement du pays. Our picture could only be complete if we could show you what the conditions were like before the oil company came into being. But the British have introduced hygiene into Persia, education, there was almost total illiteracy before the company's time, and sport. Almost from the first, Persians were trained for executive posts, so that when the installation should revert legally to Iran in 1993, there would be skilled Iranian technicians capable of running them. L'idée des Anglais, c'est de dire, financièrement, ils ne pourront pas tenir, donc ils vont céder. Les Américains sont beaucoup plus embêtés, parce que Abadan est une base d'approvisionnement pour les avions. À un moment, on est en guerre de Corée. Et donc, tout point d'approvisionnement a une importance stratégique énorme. Donc, il va y avoir des négociations très dures entre le Foreign Office et Washington sur qu'est-ce qu'on fait en Iran. L'Angleterre saisit le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mossadegh vient plaider sa cause à l'ONU. Et conduit, il rompt toute relation diplomatique avec le Royaume-Uni et en pleine guerre froide menace de s'en remettre aux Soviétiques. Les Britanniques nous ont abordés à ce sujet et nous avons combiné une opération qui, je crois que le nom c'était Opération Foursquare et c'était une opération conjointe britannique-américain, mais au moment de vérité, si vous voulez, c'était les Américains qui avaient le dessus. Par crainte de voir l'Iran basculer dans le camp communiste, le président Eisenhower charge son sous-secrétaire d'État Herbert Hoover Jr. de résoudre le problème iranien sans prendre le risque d'une crise ouverte avec l'Union soviétique. Mais cette crise est aussi pour Washington une formidable opportunité. Herbert Hoover Jr. convoque les présidents des 5 majors américaines qui n'ont jamais pu mettre les pieds en Iran, chasse gardée des Britanniques. Pour s'implanter durablement dans le pays, ils feront semblant de respecter la volonté des Iraniens en créant un nouveau consortium chargé de gérer leurs intérêts. Les Américains en contrôleraient 40%, les Britanniques les 40 autres, et pour faire bonne figure, la France les 20% restants. Après d'âpres négociations, les Anglais affaiblis n'ont pas le choix et acceptent le marché qu'on leur propose. Il ne reste plus qu'à se débarrasser de Mossadegh. British Petroleum débarque à Washington et affirme « C'est un communiste, il faut s'en débarrasser ». Mais c'était des foutaises. Regardez les documents de l'époque. J'ai lu le dossier de la CIA sur Mossadegh d'un bout à l'autre, qui sont soi-disant détruits. Mais c'est faux. Lisez-le, vous verrez qu'il s'agit du pétrole. Mossadegh n'était pas un communiste. C'était un nationaliste, un socialiste. Il était bien des choses, mais ce n'était pas un communiste. La CIA, le département d'État et la British Petroleum ont convaincu la Maison-Blanche, Eisenhower et le Congrès de le renverser sous couvert de la lutte anticommuniste. Un peu comme la lutte antiterroriste aujourd'hui. C'est Allen Dulles, le nouveau directeur de la CIA, qui s'en charge. Il envoie clandestinement l'un de ses adjoints, Kermit Roosevelt, en Iran pour déstabiliser le régime. Kermit Roosevelt rencontre en secret le souverain iranien. Il l'assure du soutien des États-Unis s'il parvient à renverser Mossadegh. Le Shah tente d'arrêter Mossadegh. Celui-ci réussit à mobiliser ses partisans et à obtenir les pleins pouvoirs, soutenus par le Parti communiste iranien. La rue prend le dessus. Le Shah est contraint de s'exiler à Rome. Pendant ce temps-là, en Iran, en s'appuyant sur des religieux et des militaires hostiles à Mossadegh et au Parti communiste, Kermit Roosevelt paye des milliers de figurants pour organiser une contre-manifestation favorable au Shah. La maison de Mossadegh est mise à sac. L'armée s'en mêle. Mossadegh est arrêté. Le Shah revient en Iran sous escorte militaire.
Comme prévu, il crée un nouveau consortium chargé d'exploiter le pétrole iranien, dans lequel les compagnies américaines sont majoritaires. Pour conforter leur présence en Iran, les États-Unis accentuent leur aide militaire au Shah, qui peut ainsi se payer l'armement nécessaire grâce à l'argent du pétrole. Les Américains gagnent sur tous les tableaux. Ils encaissent les bénéfices du pétrole, mais aussi ceux des armes vendues à profusion au Shah. The Shah closely inspects the latest weapons in the American arsenal of democracy. L'épisode Mossadegh a marqué les débuts des complicités de la CIA avec les grandes compagnies pétrolières américaines. Kermit Roosevelt terminera sa carrière comme vice-président de la Gulf Oil. Les compagnies pétrolières accédaient beaucoup plus facilement à la Maison-Blanche que la CIA. Lorsque je travaillais à la CIA, on m'accordait des accréditations pour le Conseil de sécurité nationale valables une seule journée. Je devais donc redemander la permission chaque jour pour entrer à la Maison-Blanche, alors que le type des compagnies pétrolières avait des accréditations permanentes. À mon avis, nous sommes en présence de ce que j'appelle le complexe pétrolier. Pour comprendre comment fonctionnent les marchés du pétrole et du gaz, il ne faut pas se focaliser sur les grandes compagnies pétrolières, mais aussi sur les banques, les compagnies de services pétroliers, les compagnies pétrolières nationales, l'armée et bien sûr les agences de renseignement qui occupent une place prépondérante dans cet ensemble. Tout cela est apparu très clairement dans les années 50, lorsqu'en Iran, mais aussi au Venezuela et en Irak, une nouvelle génération de dirigeants politiques nationalistes a pris le pouvoir et a remis en question les fondements mêmes des 7 sœurs, c'est-à-dire leur capacité à fixer les prix. En 1955, à la conférence de Bandung, le tiers-monde fait son apparition sur la scène mondiale. Une trentaine de pays, parmi lesquels les principaux pays producteurs de pétrole, Arabie Saoudite, Iran, Irak, etc., mettent au cœur de leur débat la maîtrise de leurs matières premières. Au même moment, dans l'indifférence générale, un géologue américain, King Huber, employé de la Shell, prédit le déclin inexorable des ressources pétrolières américaines. We have the production rate plotted against time, and initially it starts at 0 and it goes up more and more steeply. Ultimately, it'll reach some climax as the resource begins to be scarce or difficult to discover, and then it goes into a long decline, not abruptly, but gradually back to 0. Un détail incroyable de l'histoire du pétrole est que cet homme, lorsqu'il part à la retraite, est complètement discrédité. Dans les années 70, un de ses détracteurs fit un jour cette remarque. Vous vous souvenez de ce vieux barjot qui bossait pour Shell? Ce docteur Huber, selon qui, soi-disant, il y aurait une pénurie de pétrole aux États-Unis au début des années 70? Regardez ça, on n'en a jamais produit autant. C'était l'année du record absolu de production. Et ce qui est remarquable, c'est que ça ait pris 20 ou 25 ans pour qu'une poignée de gens se rendent compte que, contre toute attente, Huber avait raison. En 1959, l'Union soviétique inonde le marché mondial de pétrole à bas prix. Les 7 grandes compagnies répliquent. Elles décident unilatéralement de réduire de 18 cents le prix du baril. Cette décision brutale diminue de 10% les revenus des pays producteurs, qui, indignés, se réunissent au Caire. Ça m'amusait beaucoup les débats au Congrès arabe du pétrole, surtout quand les sociétés pétrolières venaient envoyer les représentants pour expliquer aux délégués arabes qui étaient là qu'en quoi il faut surtout pas remettre en cause les concessions pétrolières. Parce qu'il y a ce qu'ils appelaient le caractère sacro-saint des contrats. Le caractère sacro-saint des contrats. Et que d'après le Coran, et là je ne sais pas, ils avaient sorti quelques versets du Coran, je ne plaisante pas, je dis, c'est comme ça que ça se passait, versets du Coran qui justement interdisait la remise en cause de ce caractère sacro-saint des contrats. Les contrats, comme je disais, enfin ce qu'on appelait les contrats, c'était donc papier rempli à Londres, et puis avec l'empreinte digitale de l'émir local. C'était ça le contrat. En 1960, pour obtenir l'ouverture de négociations,
les pays producteurs et exportateurs créent l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, à l'initiative du Vénézuélien Pérez Alfonso et du ministre saoudien du pétrole, Abdullah Tariki. Ce que M. Tariki faisait, en fait, toutes ces idées qu'il avançait, pour l'époque, étaient considérées comme des choses vraiment révolutionnaires. Déjà, au sein des congrès arabes du pétrole, qui s'étaient tenus qui avaient commencé dans les années 50, il s'était fait l'avocat donc de l'augmentation du prix du pétrole. Et à cette époque-là, même une petite augmentation du prix du pétrole était considérée par les compagnies comme quelque chose de vraiment complètement ruineux pour elles. Donc l'augmentation du prix du pétrole, la création de l'OPEP dans laquelle il a joué bien sûr un rôle déterminant avec le ministre vénézuélien de l'époque, et tout ceci a fini par beaucoup embêter le gouvernement saoudien qui par ailleurs subissait les pressions évidemment de la part des Américains. De toute évidence, lors de sa création en 1960, l'OPEP n'avait guère d'influence. Et il est également vrai qu'au début des années 70, après la nationalisation de l'industrie pétrolière, qui a commencé en 1971 avec l'Irak, l'OPEP est tout à coup devenue bien plus puissante. Et les pays membres ont été capables d'affirmer leurs ambitions nationalistes. Tout cela est vrai, mais bien que l'apparition de l'OPEP ait forcément bouleversé la manière dont les géants du pétrole conduisaient leurs affaires, on oublie parfois à quel point ils n'ont cessé d'opérer la main dans la main avec l'OPEP. Mais l'OPEP était alors beaucoup trop faible et dépendante de l'Arabie saoudite pour contrer la puissance des compagnies pétrolières occidentales. Pendant près de 50 ans, celles-ci ont imposé un prix du pétrole tournant autour de $1 le baril. Elles ont assuré à l'Occident une croissance et une prospérité à bon marché. Le 6 octobre 1973, le jour de la fête de Kippour, l'Égypte et la Syrie, aidés par des conseillers militaires soviétiques, attaquent par surprise Israël. L'Amérique se porte à son secours. Le 16 et 17 octobre, les pays arabes, membres de l'OPEP, réagissent en décrétant un embargo sur les livraisons de pétrole à destination de l'Occident. La panique s'empare des pays consommateurs. Dans l'opinion occidentale, les pays arabes sont violemment attaqués. En fait, la crise pétrolière du début de 70 n'a pas commencé avec l'embargo arabe sur le pétrole en octobre 73. Elle n'a pas commencé avec l'augmentation des prix du pétrole de décembre 73. En fait, elle avait commencé en 71, quand aux États-Unis, des pénuries de produits pétroliers ont commencé à se manifester. Ceux qui ne sont pas très jeunes se rappellent très bien de cette période. Des queues commençaient à se former en Amérique, aux stations d'essence, des usines ou des écoles qui fermaient parce qu'il n'y avait plus suffisamment de fuel ou de gasoil pour assurer le chauffage. Donc c'était dans la période du froid. Et donc il y avait alors aux États-Unis, il y avait une espèce qu'on appelait crise pétrolière. Donc crise pétrolière générée par un manque de produits pétroliers. D'où vient ce manque? Alors là, ça reste un mystère. Le président Nixon commande une enquête sur l'état réel des réserves américaines. C'est James Atkins qui en sera chargé. Donc, je me suis rendu dans tous les États américains producteurs et j'ai expliqué que je n'avais pas l'intention de faire un scandale public, que la presse n'en saurait rien, mais que le gouvernement américain m'envoyait pour déterminer combien de pétrole les États-Unis étaient en mesure de produire réellement. C'était une information que le gouvernement devait détenir, c'était une question de sécurité nationale. Eh bien, il s'est avéré que nous n'avions aucune capacité de réserve, aucune. La situation était très critique. Donc, j'ai dû présenter ces résultats à l'OCDE. Et je ne leur ai pas caché la vérité. J'avais fait des petits tableaux et je leur ai dit « Bon, jusqu'ici nos chiffres étaient trompeurs, mais j'ai trouvé où était l'erreur. Et les chiffres que je vous donne aujourd'hui sont les bons. Nous ne sommes pas en mesure de produire plus de pétrole que ceux que nous produisons à l'heure actuelle. Nous allons donc devoir faire avec et notre production ne va faire que diminuer. »
Et c'est là que la commission, la fameuse task force, comment il l'appelle, formée par Nixon, sous la houlette ou sous la direction de M. James Akins, a publié son rapport qui s'appelle Projet Indépendance. Donc un rapport qui, après avoir étudié la situation, ils ont sorti avec un rapport pour dire que c'est dans notre intérêt d'assurer l'indépendance énergétique à 100% des États-Unis. America's energy demands have grown so rapidly that they now outstrip our energy supplies. As a result, we face the possibility of temporary fuel shortages and some increases in fuel prices in America. This is a serious challenge, but we have the ability to meet it. If our energy resources are properly developed, they can fulfill our energy requirement for centuries to come. Donc, ce qui implique une augmentation des prix du pétrole. Et ce M. Akins, qui était à Alger, que j'avais rencontré pour la première fois, et quand il était de visite à Alger pour autre chose, alors les responsables algériens lui disent, enfin, vous vous occupez du pétrole en Amérique, on a un congrès arabe de pétrole ici, si vous voulez vous adresser au congrès ici, si vous êtes le bienvenu. Il est venu, j'étais assis là avec tous les autres. Enfin. Et puis M. Akins qui va à la tribune, il prononce un mot, et puis il dit, je vous comprends très bien, certains pour vous sont contents que l'Irak ait nationalisé son pétrole, je comprends très bien vos sentiments nationalistes, je comprends que certains d'entre vous veulent augmenter le prix du pétrole, et je sais que certains d'entre vous pensent à un prix du pétrole qui serait de 4 ou 5 dollars le baril. Mais alors, parler de 4 ou 5 dollars le baril de pétrole en juin 72, mais pour tout ce qui était là, c'était révélation, c'est pas possible. C'est la première fois qu'on entendait ce chiffre-là. Ce n'est pas tout à fait vrai. J'avais dit publiquement aux États-Unis, avant de partir pour Alger, que le prix du pétrole était trop bas et qu'il fallait l'augmenter, car les ressources étaient limitées. Et avec des prix aussi bas, la demande grandissait de manière inquiétante. Pas de nouveaux gisements et pas assez d'argent pour en trouver de nouveaux si le prix du pétrole restait aussi bas. Donc, le prix du pétrole allait forcément remonter. Every time Dr. Henry Kissinger comes to Saudi Arabia. Dans les années 70, quand le docteur Henry Kissinger venait en Arabie Saoudite, il allait rendre visite au roi Faisal. Le roi demandait à Kissinger, « S'il vous plaît, quand vous irez à Téhéran, demandez au Shah d'arrêter d'utiliser son pouvoir pour augmenter le prix du pétrole. » Et Kissinger, tout sourire, répondait, « Je vais faire de mon mieux. » Un jour, le roi Faisal m'a envoyé voir le Shah d'Iran pour lui demander sérieusement de calmer le jeu. Le Shah m'a dit, « Pourquoi vous ne voulez pas augmenter le prix? Vous voulez faire plaisir aux Américains? Ce sont les Américains qui veulent monter les prix. Allez donc le demander à Henry Kissinger. » Quand j'ai rapporté notre conversation au roi Faisal, il s'est rendu compte que c'était Henry Kissinger qui était derrière tout ça. Après ça, le roi n'a plus jamais abordé la question du prix du pétrole avec Henry Kissinger. On a tout fait pour que cette initiative d'augmentation des prix, qui est venue des Américains pour des raisons bien précises, qu'on impute alors la responsabilité aux pays arabes, c'est plus commode, ça passe mieux dans l'opinion occidentale, et c'est comme ça qu'on a vécu sur un mythe pendant très longtemps, un mythe entre autres. L'embargo restera fictif, et l'Amérique, en pleine guerre du Vietnam, n'en subira jamais les effets. L'Arabie saoudite a été la cible d'attaques très virulentes de la part de 2 sénateurs importants qui étaient profondément anti-arabes. J'ai demandé la permission de les mettre au courant de ce qui se passait véritablement afin qu'ils cessent leurs attaques contre l'Arabie saoudite. Donc, c'est ce que j'ai fait et je leur ai dit, écoutez, vous ne connaissez pas les faits. En fait, le pétrole saoudien transite par Bahreïn avant d'être expédié directement vers le Vietnam sur des tankers américains ou étrangers, peu importe. L'essentiel dans cette histoire est que nous n'avons jamais manqué de pétrole au Vietnam.
Il fallait absolument que les sénateurs se taisent. Personne ne devait apprendre que les Saoudiens brisaient le front commun décidé par l'OPEP contre les Américains. Mais tout s'est bien passé. Il n'y a jamais eu de fuite. En réalité, pour les sociétés pétrolières, la hausse du prix du baril est une formidable opportunité. Elle leur permet de trouver des financements nécessaires au développement de l'exploitation du pétrole offshore en mer du Nord, tout en continuant à s'approvisionner à bas prix au Moyen-Orient. À l'issue du premier choc pétrolier, plus personne ne croit que le pétrole puisse redevenir bon marché. Le monde entier vit dans l'attente des décisions de l'OPEP. Grâce à ses revenus pétroliers, le régime du Shah est devenu la première puissance économique et militaire de la région. Pour Nixon et Kissinger, l'Iran est le gendarme du Golfe. Mais la volonté de puissance du Shah va le perdre. La dernière fois que j'ai rencontré le Shah d'Iran, il n'était plus le même. Ce n'était plus l'homme que j'avais connu. Il s'est mis à me raconter comment il allait envahir tous les pays arabes et le Golfe en une seule journée. Je vais faire ci, je vais faire ça. J'étais stupéfait. Je me suis alors rendu à Jeddah, en Arabie Saoudite. À cette époque, l'ambassadeur américain était un bon ami à moi, Jim Akins. Alors, au cours d'une promenade, je lui ai raconté en tant qu'ami mon entretien avec le Shah. Et je lui ai confié deux choses. D'abord, je lui ai dit que le Shah d'Iran était devenu mentalement dérangé. Et ensuite, qu'une révolution était imminente car il ne pouvait plus gouverner. En 1979, la prise de pouvoir de Khomeini, qui dénonce la corruption des monarchies du Golfe, menace de déstabiliser le Moyen-Orient. Au même moment, l'armée soviétique entre en Afghanistan. Le président Jimmy Carter décrète un embargo sur le blé et le matériel sensible livré à l'Union soviétique. En Iran, la révolution se radicalise. Les États-Unis semblent complètement impuissants face à la prise d'otages dans leur ambassade à Téhéran. L'entrée en fonction de Ronald Reagan, en janvier 1981, est marquée par la volonté politique de restaurer la puissance américaine. L'affrontement Est-Ouest est alors à un niveau d'intensité rarement atteint depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Une fois de plus, le pétrole, mais aussi le gaz, vont être les armes décisives dans la partie de bras de fer qui va opposer les deux grands. L'Union soviétique va en faire les frais. Ce qui préoccupe Ronald Reagan, c'est le projet de construction d'un gazoduc qui doit alimenter l'Europe en gaz soviétique. Les Européens sont sur le point de le cofinancer. Lors de sa première rencontre avec les chefs d'État européens à Ottawa, Ronald Reagan leur demande de surseoir à ce projet. Schmitt refuse, François Mitterrand temporise. Selon mes calculs de l'époque, si le pipeline transsibérien, qui devait alimenter l'Europe, avait été financé et construit, la dépendance des pays de l'Europe de l'Ouest vis-à-vis du gaz soviétique aurait augmenté d'environ 65%. Pour l'Autriche, une partie de l'Allemagne et plusieurs autres pays, la dépendance aurait été de 100%. Donc, sur l'ensemble de l'Europe, on parlait de 65%, ce qui représentait à mes yeux une carte maîtresse pour Moscou. Les Russes auraient pu utiliser ce moyen de pression en cas de regain de tension ou en profiter juste pour gêner l'OTAN, s'ils l'avaient jugé utile.
La proclamation en 1981 de l'état de guerre en Pologne radicalise les deux camps et renforce l'intransigeance de Reagan. Our sanctions against the military dictatorship that has attempted to crush human rights in Poland and against the Soviet regime behind that military dictatorship clearly demonstrated to the world that America will not conduct business as usual with the forces of oppression. Les Européens se désolidarisent des États-Unis. Ils ont besoin du gaz soviétique pour faire tourner leur économie. En 1981, nous avions été appelés à décider à l'échelle européenne à décréter un embargo face à l'Union soviétique à cause de l'état de guerre décrété en Pologne, à l'époque contre Solidarność. Et j'étais témoin à l'époque à Bruxelles, où nous sommes partis dans les discussions sur une longue liste, je dirais magnifique presque, d'embargo, et qui a été réduit par les uns et par les autres, par tous les acteurs européens, où chacun enlevait de cette liste les matières sensibles pour lui, en faveur de lui, desquelles il pensait qu'il fallait garder certaines ouvertures face à l'Union soviétique. Et ce qui est marrant, nous avons décidé finalement une liste qui était beaucoup plus réduite à la liste initiale proposée par la Commission. Washington poursuit son offensive. L'équipe de Reagan s'intéresse aux travaux de Roger Robinson, alors jeune banquier proche de David Rockefeller, qui travaille sur l'économie et les finances soviétiques. Il est convoqué à la Maison-Blanche. C'est lui qui trouve la faille et élabore la stratégie qui va provoquer l'effondrement de l'Union soviétique. L'URSS, en ce temps-là, avait un revenu annuel de devises étrangères de tout juste 32 milliards de dollars par an. Si vous réfléchissez un peu à ce montant, cela représente environ un tiers des revenus annuels de General Motors ou d'Exxon à la même époque. Un tiers du chiffre d'affaires d'une grande compagnie américaine. Et de l'autre côté, avec cette même somme d'argent, il régnait sur un empire qui s'étendait de la Havane à Hanoï. Je suis allé à la Maison-Blanche et le juge Clark m'a posé une question toute simple. Il m'a demandé « Que feriez-vous si vous travailliez ici ?» Et j'ai dit « Eh bien, je suis ravi que vous me posiez cette question parce que justement, j'ai un plan. » Et je lui expliquais comment limiter la dépendance de l'Europe de l'Ouest vis-à-vis du gaz soviétique en bloquant les lignes de crédit nécessaires à la construction de ce pipeline, en resserrant les contrôles technologiques, tout cela pour essayer de faire baisser le prix du pétrole. Parce que, à ce moment-là, chaque fois que le prix du baril de pétrole chutait d'$1, l'URSS perdait entre un demi-milliard et $1 milliard de bénéfices. En clair, j'ai dit au président, si on compare ce que son vaste empire coûte à l'URSS, c'est-à-dire entre 15 et 17 milliards de dollars par an, et là je ne parle que des devises étrangères, pas du budget total. Donc, si on compare à ce que l'URSS emprunte par an, on retrouve à peu près la même somme. On peut donc en déduire qu'en réalité, les gouvernements de l'Ouest et les banques financent annuellement 100% du coût de ces pays satellites. Et je ne lui ai pas dit 10%, mais bien 100%. Ce constat fut le point de départ de discussions qui ont duré à peu près un mois. Le président a alors clairement exprimé à son conseiller de la sécurité nationale, Bill Clark, sa volonté de poursuivre ce plan secret en bloquant les devises étrangères finançant l'Union soviétique. Et je me souviens encore de sa sortie à l'époque. Ce n'est peut-être pas exactement ce qu'il a dit mot pour mot, mais c'était quelque chose du genre « Je me fiche de comment vous y arrivez, mais faites-le ». La tension Est-Ouest est exacerbée par l'installation des missiles américains Pershing en Europe face aux SS-20 soviétiques disposés en Allemagne de l'Est. Reagan prend la décision d'imposer un embargo total sur le projet de gazoduc soviétique.
Eh bien, une fois tout le monde assis autour de la table, il y a eu un long silence. Le président a déclaré « OK. Les Soviétiques peuvent bien avoir leur fichu pipeline. » Dans la salle, il y a eu un soupir de soulagement. Cette folie de vouloir empêcher le pipeline de Sibérie de fonctionner à plein régime était terminée. Et nous pouvions enfin renouer avec nos alliances financières en toute tranquillité. Et on a pu entendre tout le monde, enfin la plupart des gens, pousser un soupir de soulagement. Puis le président a repris la parole, il a tapé du poing sur la table et il a dit « Mais pas avec du matériel américain, pas avec la technologie américaine. » Toute la salle était sous le choc. Et Bill Clark a dit « Le président vient de décider. » C'est un régime à l'agonie, affaibli, qui doit faire face à l'offensive américaine. Brejnev meurt en 1982, après 17 années de pouvoir. Yuri Andropov, son successeur, disparaît en 1984. Konstantin Tchernyenko, désigné pour lui succéder, meurt en 1985. Gorbatchev arrive au pouvoir alors même que Washington a ouvert un nouveau front. En effet, dès 1984, Reagan a demandé à son ami William Casey, directeur de la CIA, de négocier dans le plus grand secret avec les dirigeants saoudiens. Au terme de longues et difficiles négociations, un accord est enfin conclu en 1985 lors de la première visite d'État du roi Fahd à Washington. Comment agissait Reagan? Il a convaincu le roi d'Arabie Saoudite de mettre plus de pétrole sur le marché pour faire baisser les prix. Ainsi, notre principale source de devises a-t-elle chuté des 2/3. C'est tout. Non, on travaillait pour Casey, c'était ça le plan. Faire tomber l'Union soviétique en incitant tout bonnement les Saoudiens à la surproduction. Regardez la production d'un grand gisement comme Ghawar. Ils ont inondé le marché avec leur pétrole, en sapant l'économie soviétique, parce que l'économie soviétique était artificielle. Elle dépendait du pétrole, elle dépendait de la vente d'un pétrole relativement cher. C'est nous qui avons mis à genoux l'économie soviétique. L'Arabie Saoudite a joué un rôle déterminant. Au même moment, il y avait une guerre en Afghanistan qui pompait la trésorerie soviétique et faisait aussi baisser le prix du pétrole. Et tout ce pétrole bon marché a permis de gonfler l'économie américaine sous Reagan. C'est avec Reagan que l'économie est repartie. Crédit à taux bas, argent pas cher. Casey et Reagan étaient associés. Et puis il y avait toutes sortes d'actions secrètes que nous menions depuis l'Arabie Saoudite. C'était l'union parfaite pour tous les néoconservateurs. La situation est devenue extrême lorsque notre monnaie a perdu les 2/3 de sa valeur à cause de la chute des cours du pétrole. J'ai été obligé de prendre des risques dans cette situation. Nous avons dû puiser dans nos réserves d'or et de devises. Un montant si élevé qu'à la fin, nous avons tout dépensé. Cet afflux de pétrole bon marché incite les pays arabes de l'OPEP à augmenter artificiellement de 65% le montant de leurs réserves, soit 300 milliards de barils fictifs. Personne alors ne connaît l'état réel des réserves mondiales de pétrole. En 1984, au sein de l'OPEP, le Koweït donnait un chiffre de 65 millions de barils et ça restait cohérent avec la tendance sur le long terme. Et soudain, en 1985, ils ont ajouté 50% à leur chiffre. Rien n'avait changé sur place dans les gisements pétroliers. Seuls les chiffres avaient changé, et cela pour la simple raison que les quotas imposés par l'OPEP étaient fondés sur les réserves déclarées. Donc, plus vous déclariez, plus vous aviez le droit de produire et plus vous pouviez faire d'argent. Le Koweït trichait sur les règles du jeu,
et ce fut d'ailleurs une des raisons du conflit avec l'Irak. Et puis, 2 ans plus tard, ils ont annoncé une petite augmentation de 90 à 92. Et ça a vraiment énervé les autres membres de l'OPEP. Abu Dhabi s'est mis à dire, si vous en êtes à 92, eh bien nous aussi. Et on est parti de 31. L'Iran a dit, eh bien nous sommes encore plus forts. Nous avons augmenté de 49 à 93. Et Saddam Hussein les a écrasés tous les deux avec 100 en partant de 47. Le Venezuela, de son côté, a fait un bond de 25 à 56 en comptabilisant les pétroles lourds qui n'avaient pas été pris en compte auparavant. Mais l'Arabie Saoudite avait un souci parce qu'ils avaient déjà annoncé plus que le Koweït dans leurs chiffres. Donc, ils ne pouvaient plus augmenter. Donc, ils ont réfléchi pendant 2 ans et puis ils ont déclaré une augmentation massive de leurs ressources et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec 300 milliards de barils fictifs. Et pendant 1 an ou 2, personne n'a pris ces chiffres au sérieux. Mais, au fil des années, il y avait ce journal spécialisé qui publiait les chiffres annuels des réserves par pays, et chaque année, la BP publiait son livre de données statistiques et les chiffres restaient. Et ce n'était pas 260 000, c'était 261 217. Et ils étaient si détaillés qu'on y croyait presque. Pricewaterhouse vient juste de faire l'audit de ces chiffres. Les Américains n'ont aucune idée des réserves saoudiennes. Les informations en provenance de Dhahran sont strictement contrôlées. Si on parle des nouveaux gisements de pétrole, il faut savoir que la 3D et les relevés sismiques et tout le reste sont précieusement gardés en Arabie Saoudite. Il n'y a pas d'estimation globale des réserves de pétrole saoudiens. Les Saoudiens assurent qu'ils ont plein de ressources, plein de nouveaux gisements. Kawar est à sec? Pas de problème. Il reste encore un peu de pétrole de ce côté-là. Et donc ils vont se rabattre sur ces anciens gisements et tout ira très bien pour eux pendant encore 50 ans. On n'a jamais demandé à la CIA d'espionner les réserves de pétrole. C'était du domaine du possible, mais on ne leur a jamais demandé de le faire. Dans la pratique, le département d'État va voir le gouvernement du Koweït ou d'Arabie Saoudite et demande « Combien de pétrole avez-vous » Les Saoudiens leur tendent un bout de papier « Merci beaucoup » et c'est avec ça qu'on fait les estimations. En 1986, le prix du baril de pétrole a chuté à 7 $. Le vice-président Bush, hostile au plan Reagan, s'inquiète de ses conséquences pour l'industrie pétrolière américaine. Il se rend en Arabie Saoudite pour convaincre le roi Fahd de faire remonter le prix du baril. Le monde pétrolier a trouvé son porte-parole. 2 ans plus tard, il aura son président à la tête du pays. En 1988, au terme de sa guerre contre l'Iran, Saddam Hussein est complètement ruiné. Après avoir été le bras armé du monde arabe contre la menace iranienne, il se voit refuser toute aide financière de la part des monarchies du Golfe, notamment du Koweït. Le 3 août 1990, il décide d'envahir ce pays qu'il a toujours considéré comme une province irakienne. La falsification des chiffres opérée en 1986 par les pays arabes sur le montant de leurs réserves réelles leur confère désormais une importance stratégique accrue. On ne savait pas si Saddam Hussein allait traverser la frontière et s'accaparer des puits de pétrole à l'est de l'Arabie Saoudite. We're in a determined mode, a mode that he should get out without concession. And this is the will of the world body. This is the will of the entire world, if you will, against this man. And he's got to understand it. So we're going to keep on repeating it. No concession, no negotiation for 1 inch of territory. And Mr. Saddam Hussein, you simply do what the world is calling upon you to do. Get out. À l'initiative des États-Unis, près d'1 million d'hommes provenant de plus de 30 pays différents sont massés en Arabie Saoudite. C'est la première guerre du Golfe. La première guerre du Golfe est évidemment une guerre de protection des approvisionnements pétroliers, c'est-à-dire pour les États-Unis, indépendamment de la violation des droits de l'homme et des droits internationaux, de la Charte des Nations Unies, etc. Saddam Hussein contrôlant la production irakienne plus la production koweïtienne, étant en position de force militaire pour imposer ses choix à l'ensemble de ses voisins, c'est pas possible.
Mais parce que là, c'est lui qui fixerait les prix mondiaux du pétrole. Et on savait qu'il était plutôt dur sur cette question. Mais on peut dire que c'est pas le marché qui compte à ce moment-là, c'est le mécanisme de la sécurité des approvisionnements pétroliers, parce que là, on a, depuis la Seconde Guerre mondiale, pour la première fois, une menace réelle et non pas virtuelle sur la sécurité des approvisionnements pétroliers. Je me rappelle très bien, après la fin de cette guerre, quand il y a eu un congrès mondial du pétrole à Madrid, auquel a été invité M. James Schlesinger, qui avait occupé des postes importants au sein de l'administration américaine, dans le Carter, secrétaire d'État à l'énergie, secrétaire d'État à la défense, etc. Donc, on l'invite en sa qualité d'ancien haut responsable américain, en sa capacité aussi de consultant, parce qu'il était devenu consultant entre-temps, pour venir donner son point de vue sur la géopolitique de l'énergie dans le monde, donc après cette guerre du Golfe. Et je n'ai pas oublié cette phrase qu'il a utilisée, qu'il est difficile de l'oublier, quand il a dit textuellement, ce que l'opinion américaine a retenu de la guerre du Golfe, donc de l'invasion du Koweït et de sa libération, c'est qu'il est autrement plus facile et autrement plus amusant d'aller botter les fesses des gens au Moyen-Orient, que d'accepter les sacrifices avec les prix du pétrole élevés. Soyons clairs, les États-Unis sont accros au pétrole et tout ce qui fait obstacle à cette addiction est littéralement balayé. La CIA, la politique, la sécurité nationale, l'environnement, tout dépend du pétrole. En 2001, l'ancien ministre de la Défense de George Bush, Dick Cheney, devient vice-président de George Bush Jr. et probablement l'homme le plus puissant des États-Unis. Il arrive avec un objectif, abattre Saddam Hussein pour renforcer la sécurité des approvisionnements pétroliers américains. Jusqu'à sa nomination, il était le président d'Hallyburton, dont il a fait la première société mondiale de services pétroliers. La seule chose qui compte réellement pour Dick Cheney, c'est le profit des compagnies pétrolières. Et ce n'est pas seulement pour que ses propres actions prennent de la valeur. Il croit sincèrement que l'industrie du pétrole est un pilier de l'économie américaine et que l'Amérique est une grande nation grâce à l'industrie pétrolière. Donc, si le PDG de Exxon vient le voir et lui dit « Nous ne pouvons pas payer pour la marée noire en Alaska, c'est trop cher », Cheney fera toujours en sorte qu'il n'ait pas à payer. En 2001, le vice-président Cheney a réuni le groupe national de sécurité pour l'énergie. C'était tous ses copains. Aux États-Unis, on n'a jamais su de quoi ils discutaient. Ce n'est pas du tout surprenant. Tout se déroulait en secret. Et à l'heure actuelle, on ne sait toujours rien. Je n'ai jamais vu de procès verbal de cette commission. Vous pouvez aller fouiller dans les documents de la CIA ou du FBI. Et vous pouvez chercher dans les rapports de la commission sur le 11 septembre. Mais vous ne trouverez rien concernant les réunions ou les accords secrets passés entre les compagnies pétrolières. Nous connaissons déjà les gens qui sont allés à la Maison-Blanche, donc nous avons leurs noms. Nous savons de quelle compagnie il s'agit, nous savons qu'ils ont parlé pétrole. Mais qu'est-ce qui s'est dit exactement? Que pouvait-il y avoir de si secret qu'ils ne puissent rendre public? D'après moi, il n'y a qu'une réponse possible. Nous avons moins de pétrole que nous ne le prétendons. You know, on January 28. Vous savez, le 28 janvier 2000, moins de 2 semaines après l'entrée de George Bush Jr. à la Maison-Blanche, George Bush, the son, came to the White House. He asked for a meeting for the il a convoqué le Conseil de sécurité pour parler du Moyen-Orient. To discuss the Middle East. Members of that council came knowing that les membres de ce conseil sont venus en sachant qu'il voulait parler du conflit arabo-israélien.
Il s'assoit, il leur dit dès le début, « Je ne suis pas là pour parler des relations arabo-israéliennes. » Ils étaient abasourdis. Clinton made mistakes. Il dit, Clinton a commis des erreurs, il travaillait pour les Arabes contre les Israéliens. Moi, je vais corriger cette erreur, je vais travailler pour les Israéliens et je vais leur laisser les mains libres en Palestine. Colin Powell lui a dit, mais si vous laissez aux Israéliens les mains libres, ils vont massacrer les Palestiniens. Il a dit très bien, qu'ils le fassent. Moi, je veux vous parler de l'Irak. L'embargo ne sert à rien. Il faut que nous utilisions la force militaire. All the decades of deceit and cruelty have now reached an end. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict. Pourquoi sommes-nous allés en Irak? On m'a posé la question de nombreuses fois depuis que nous avons envahi l'Irak en 2003. Et ma réponse est la suivante. Nous sommes allés en Irak pour nous débarrasser de Saddam Hussein. Mais le lendemain, il n'était plus question que du pétrole. Absolument. Regardez, ils étaient persuadés, Wolfowitz, Cheney et les autres, qu'ils pourraient augmenter la production jusqu'à 6 millions de barils par jour. Ils croyaient réellement que les compagnies pétrolières américaines pourraient ainsi mettre la main sur ces réserves. Ils croyaient vraiment, sur la seule base de leur idéologie, qu'il leur suffisait d'envahir l'Irak pour mettre en place une démocratie à l'américaine. Ils n'ont pas imaginé un seul instant que ça pourrait devenir une démocratie à l'iranienne, ou même un gouvernement qui devrait écouter l'Iran. Pour eux, ce gouvernement allait forcément être favorable aux compagnies pétrolières américaines. Et aucun pays ne contrôle aujourd'hui le marché pétrolier. Il fonctionne comme une matière première complètement dérégulée. En revanche, les réserves de pétrole du Moyen-Orient, elles sont sous protection américaine, à l'exception de l'Iran. Ce qu'on appelle la sécurité des approvisionnements pétroliers. Quand l'Iran a réagi au contre-choc pétrolier en menaçant la circulation navale dans le Golfe, on a vu arriver la flotte de guerre américaine, française, britannique, pour dire on ne touche pas au pétrole, il y a des choses sacrées sur Terre. Alors, il faut bien dissocier la situation entre le marché et la géopolitique. Le marché, il assure le quotidien. Et il est lié à l'offre et à la demande. Vous avez eu une croissance continue au début des années 2000 du prix du pétrole qui était liée à l'accroissement de la consommation des pays émergents, en premier lieu la Chine, etc. Et puis, vous avez la protection. La protection, elle est différente. Elle est dans l'idée que puisque, d'une part, les Américains sont en quelque sorte les syndics des puissances consommatrices et que donc ils assurent pour l'ensemble des pays consommateurs la sécurité des approvisionnements. Et en ce sens, nous sommes bien heureux, nous les Français, les Britanniques ou les Allemands ou les Italiens, de bénéficier de la protection américaine qui nous assure que le pétrole arrive bien de façon tangible chez nous. Mais en même temps, la protection a une valeur géopolitique. Autrement dit, moi, les États-Unis, je fais passer les messages implicites aux autres. Si vous m'attaquez, je vous fais le sort du Japon et de l'Allemagne durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, je vous sors du marché. Toute personne qui attaquerait les États-Unis se trouverait expulsée du marché mondial, et en particulier des marchés pétroliers. Vous n'auriez plus un centilitre de pétrole qui viendrait vers vous.
Autrement dit, vous, la Chine, vous pouvez avoir encore des centaines de milliers d'hommes, développer de l'aviation, etc. Mais pour l'instant, si vous voulez me faire la guerre, ce qui n'est pas votre intérêt de toute façon, bah, vous n'aurez plus de pétrole dans les minutes qui suivent. Et ça, c'est du virtuel. Mais c'est un message qui est parfaitement compris, qui fait que la Chine à la fois bénéficie de la protection américaine, de ce qu'on appelle la sécurité des approvisionnements pétroliers, mais en même temps, les États-Unis se trouvent en situation d'interdire à la Chine de lui faire la guerre. L'intervention militaire en Irak marque le début d'une nouvelle guerre des ressources. Mais c'est peut-être déjà une stratégie dépassée. Comble de l'ironie, Washington a ouvert les portes de l'Irak à l'Iran, comme le soulignent les visites répétées du Premier ministre chiite irakien à Téhéran. L'Iran pourra même bientôt être en mesure de contrôler le pétrole irakien. De son côté, la Chine a su en quelques années sécuriser ses sources d'approvisionnement partout à travers le monde, en nouant des alliances qui la mettent à l'abri des pressions américaines. Les Chinois mènent une diplomatie pétrolière planétaire qui leur confère plusieurs coups d'avance sur les États-Unis. Une véritable chasse gardée. Pékin est sur le point de prendre une position dominante sur le marché pétrolier, au moment même où le montant des réserves mondiales est au plus bas. Depuis 1964, chaque année, nous trouvons moins de pétrole. Nous avons une technologie de plus en plus performante, nous avons beau prospecter comme des malades, rien n'y fait. Nous n'en trouvons pas parce qu'il n'y en a pas. C'est impossible de le trouver parce qu'il n'est pas là. Même si la demande en pétrole restait constante au cours des 25 prochaines années, il nous faudrait quand même trouver du pétrole, environ 45 millions de barils par jour, juste pour maintenir le statu quo, pour garder un niveau de production constant. C'est un immense défi. Il nous faut trouver au cours des 25 prochaines années l'équivalent de 4 fois l'Arabie Saoudite à mettre sur le marché. Ça ne va vraiment pas être facile, et ce sera juste assez pour compenser le déclin des gisements actuels. Le pétrole se raréfie inéluctablement. Aujourd'hui, pour 6 barils consommés, un seul est découvert. Une nouvelle guerre du pétrole a déjà commencé. Se poursuivra-t-elle en Afrique ? Dans un instant, justement, direction la Corne d'Afrique, où le pétrole est, pour beaucoup, une véritable malédiction.